Alors, on va reprendre sur ce débat sur l'intelligence artificielle, les enjeux de souveraineté liés à l'intelligence artificielle. Alors, va animer le débat Monsieur Franck Macresse, qui est maître de conférence au CEPI et directeur du laboratoire de recherche du CEPI, qui est également co-directeur du diplôme universitaire sur l'intelligence artificielle qui a lieu au CEPI, un diplôme en hybride. Et c'est En en distanciel. distanciel. Et c'est la troisième année qu'il y a ce diplôme sur l'intelligence artificielle. Voilà, bonne table ronde à tous. Et, voilà. Merci beaucoup, Romain. Ben voilà, tout le monde est en train de revenir petit à petit dans l'amphi. Donc, je voulais avoir simplement un petit mot introductif parce que tout à l'heure, Romain nous avait convié avec Yann Bazir à avoir un mot d'ouverture. Et puis, je ne suis pas intervenu parce qu'il m'avait semblé que Yann avait tout dit et que je ne voulais pas répéter ce qu'il avait dit. Mais en tant que directeur du labo, je voulais exprimer deux, trois choses. J'allais dire une certaine fierté, mais je dirais plutôt une fierté certaine d'avoir des doctorants qui se constituent en association et qui sont capables d'organiser de telles conférences. Vraiment, je suis vraiment très, très heureux de ce dynamisme et de cette dynamique. Et puis, ça fait partie des projets que nous avons, puisqu'il y a quand même une forte dimension de sciences politiques dans ce programme scientifique. Vous savez, ici au Cardo, on a des colocataires dans notre nouveau bâtiment, c'est Sciences Po, on a des collègues on est au troisième étage, et puis nos collègues de Sciences Po sont au quatrième. Ça va faciliter les relations, ça va faciliter les projets de recherche. Donc c'est l'avenir. Donc, nos doctorants, c'est l'avenir du CEPI, les doctorants du CEPI, évidemment. Mais ici, on a un programme scientifique qui fait partie de ce que nous avions déjà prévu, que nous mettons en place. Enseignement et recherche, très concrètement, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des étudiants de Sciences Po dans la salle, mais des collègues de Sciences Po nous ont demandé, m'ont demandé, et puis on se partage avec Stéphanie Carr, un cours en propriété intellectuelle pour des masters en sciences politiques au PEAP, au Pôle européen d'administration publique. Donc voilà. Et hier, on avait un séminaire du laboratoire de recherche où on a discuté, débattu pendant 2 heures pour savoir ou tenter de déterminer ce que c'est la recherche en droit ou alors qu'est-ce que c'est la science juridique. Et ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de sciences politiques, alors qu'on aurait pu faire ça. Mais ça sera pour une autre fois. J'en viens à notre dernière table, deuxième table finalement, mais dernière table de cet après-midi. Table ronde avec comme problématique quelle place pour l'Union européenne entre l'aigle et le dragon, et avec ce sujet crucial de la souveraineté européenne en rapport avec les questions d'intelligence artificielle. Pour cette table ronde, je suis... alors, pardon, je vais suivre l'ordre, je pense que c'est par ordre alphabétique, que c'est dans le programme. Donc, je suis très heureux de revoir mon collègue Julien Cabé, qui intervient au début, notamment au début, dont Romain a parlé, sur l'intelligence artificielle, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, entre autres choses, et titulaire de la chaire en droit des créations intellectuelles et des innovations. Également Charlotte Leleu, qui est conseiller en propriété industrielle, membre de la commission brevet de la CNCPI et qui travaille au cabinet Placero. Et enfin, Charles Thibout, qui est doctorant à l'Université de Paris 1 et qui est chercheur à l'IRIS, à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Donc, je crois qu'il y a une belle complémentarité dans cette table ronde. Et j'en félicite ceux qui ont conçu le programme, et j'en profite également, je me dois de vous remercier pour votre présence, même à distance, tous les trois. La première question, quand on parle de... J'ai toujours envie de mettre des guillemets comme américaines avec les doigts, d'intelligence artificielle, parce que souvent, ce n'est pas très intelligent et pas forcément artificiel. Mais la première question, mais peut-être Charlotte Leleu va me contredire, et en tout cas, nous expliquer
la première question qui se pose pour appréhender un objet technique tel que celui-là, c'est de savoir qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Techniquement, Charlotte, si vous avez quelques mots pour nous partager vos lumières. Tout à fait. Donc, je vais vous rejoindre assez vite. C'est pas forcément aussi intelligent que le nom laisse l'indiquer la plupart du temps. Donc, en fait, quand on va parler d'intelligence artificielle ici, on va parler essentiellement d'un ensemble de théories. On va parler d'un ensemble de méthodes, d'algorithmes dont la vocation, c'est en fait de permettre à une machine de reproduire des tâches qui, normalement, sont associées à ce qu'on appelle l'intelligence qu'on retrouve chez l'humain ou chez l'animal. Mais bon, on n'est pas encore chez les robots qui se soulèvent et qui vont commencer à avoir leur vie propre. On est plutôt à ce stade sur des tâches assez spécifiques qui peuvent être par exemple des tâches d'observation d'un environnement et d'analyse. Donc on va retrouver ça par exemple dans le domaine des véhicules autonomes. On va retrouver ça aussi énormément en médecine avec des questions d'interprétation de données pour identifier éventuellement des pathologies. On peut avoir des tâches qui vont être d'écoute, d'analyse du langage et d'expression aussi du langage, comme le langage naturel, ce qu'on trouve dans les enceintes connectées par exemple. Et puis des phénomènes d'analyse, de prédiction de certains phénomènes, comme par exemple la maintenance préventive dans les avions. Et donc, une grosse partie finalement des techniques de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le machine learning ou en français l'apprentissage automatique. Et ça, comme on va en parler abondamment, ça implique en fait de faire travailler une machine sur une base de données qu'on a bien choisie pour lui apprendre à faire une tâche qu'on lui donne. Donc, par exemple, pour lui apprendre à classer des données en différentes catégories ou pour apprendre à détecter un certain nombre d'objets, etc. Et donc, l'intelligence artificielle, il y a des enjeux qui sont liés à la fois aux données qu'on traite et évidemment aux algorithmes qui sont sous-jacents. D'accord, merci. Bravo pour la brièveté du propos sur un sujet aussi complexe. Quels sont les enjeux stratégiques? J'étais en train de lire l'intitulé de la thèse en cours de Charles sur Google et l'État, sociologie politique d'une firme transnationale. Quels sont les enjeux stratégiques de cette intelligence artificielle ou de ces systèmes d'intelligence artificielle? États-Unis, Chine, Japon, et puis on a des enjeux de normalisation. Oui, alors les enjeux sont extrêmement vastes et complexes, mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que l'intelligence artificielle ne naît pas de rien, ne naît pas de recherche éthérée de quelques scientifiques obscurs, mais ça nous intéresse pour aujourd'hui, c'est qu'elle a été créée, elle a été conçue, mais avant que le nom n'existe, comme un ensemble de techniques vouées à un but militaire. Les premiers travaux sur l'intelligence artificielle se rattachent en fait à la cybernétique, et ce sont des travaux qui ont été menés en particulier dans une institution qui est l'ancêtre de la DARPA aux États-Unis et qui avait pour but de calculer, de prédire la trajectoire des aéronefs pendant la Seconde Guerre mondiale face à la surpuissance technologique des Allemands qui mettaient en défaut toutes les batteries antiaériennes anglaises et américaines. Donc, voilà, petit point d'histoire qui me permet de dire qu'aujourd'hui, l'un des enjeux stratégiques de l'IA reste le domaine militaire. Alors, pour tout un tas de raisons, en particulier parce que, ce que vient de dire Charlotte, c'est un outil qui finalement peut servir à la fois à suppléer l'être humain, à l'aider pour prendre des décisions, en gros, pour le dire simplement, mais aussi pour le remplacer dans un certain nombre de tâches. Et sur le champ de bataille, il est évident que de tuer des êtres humains, ce n'est pas forcément l'option la plus facile. Laisser tuer ces soldats encore moins. Et on est dans une période où, disons, la sensibilité à la mort est beaucoup plus importante dans l'opinion publique. Et il est plus difficile d'engager les armées sur le champ de bataille aujourd'hui que naguère. Et donc, le fait de pouvoir remplacer les êtres humains par des machines, par des robots tueurs, c'est un enjeu important et qui a un fort caractère belligène.
Donc, l'enjeu militaire, ce serait le premier point. Le deuxième enjeu est économique, bien évidemment. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles l'IA intéresse toutes les entreprises et tous les pays du monde, mais sans doute que le principal avantage, et qui arrivera à un moment donné, à terme, à vraiment s'imposer si le progrès technique continue, c'est évidemment de remplacer la main-d'œuvre par des machines. Et ça, c'est normal, c'est dans la logique même du capitalisme, pour employer un gros mot, que de vouloir réduire à la portion la plus fine possible la masse salariale. Et puis le troisième enjeu, sans doute, c'est un enjeu sociopolitique. C'est-à-dire que ces technologies, ces systèmes d'intelligence artificielle ont, étant donné que leur but est de traiter des grandes masses d'informations, des données numériques, d'en faire de l'information beaucoup plus intelligible d'une certaine manière, c'est évidemment quelque chose qui est pensé par des régimes plus ou moins démocratiques ou plus ou moins totalitaires pour mieux réguler la société, mieux réguler les rapports sociaux. Et c'est ce qu'on voit évidemment dans le cadre de la Chine, où aujourd'hui les policiers sont de plus en plus massivement équipés de caméras de reconnaissance faciale, de logiciels de croisement de données massives, etc. Donc, trois enjeux économiques, sociopolitiques, géopolitiques, militaires, dans la mesure où, évidemment, ces technologies sont essentiellement duales, à double usage. Et c'est ce qui en fait une technologie extrêmement convoitée. On va sans doute le voir. C'est la raison pour laquelle le droit de la protection intellectuelle s'y intéresse au premier chef. D'accord, merci Charles. Alors effectivement, je pense que à un moment, on va parler de propriété intellectuelle, surtout ici au CEPI. Mais Julien, de manière plus générale, qu'est-ce que ça signifie du point de vue de l'appréhension par le droit? Il n'y a pas que la propriété intellectuelle, il me semble, où des problématiques se posent sur ces questions de données et d'intelligence artificielle. Alors, merci Franck. Évidemment, il y a plein de choses à dire d'un point de vue juridique, puisque cette question du traitement et de l'appréhension juridique de l'intelligence artificielle, elle est un peu en train de mobiliser tous les législateurs de par le monde. Et donc, on va évidemment se focaliser sur le droit de la propriété intellectuelle ici. Je vais y venir dans un instant, parce qu'il est facile de faire, entre guillemets, le lien entre déjà ce qui vient d'être dit par mes deux collègues ici pour justement donc, faire le focus sur la propriété intellectuelle. Et d'emblée, évidemment, les enjeux fondamentaux, et là je fais peut-être le lien avec précisément deux des enjeux qui ont été mis en évidence par Charles, l'enjeu militaire, l'enjeu sociopolitique. La résonance juridique première, c'est évidemment la question des droits fondamentaux, qui est quand même un des focus principaux qu'on va retrouver dans l'appréhension juridique à l'heure actuelle. Il y a des grandes questions, évidemment, qui sont liées à l'implémentation de ces technologies dans le domaine de la justice, sur Internet et dans le profiling qui permet évidemment d'améliorer, entre guillemets, les performances économiques d'une entreprise au départ de données personnelles. Toute une série de questions liées justement à la mobilisation et au traitement de données qui sont captées au départ, par exemple, de la vidéosurveillance ou autre. Et donc, on voit évidemment ici le lien entre l'intelligence artificielle et des atteintes potentielles aux droits fondamentaux, qui est quand même, si on prend le point de vue de l'Union européenne, qui là va peut-être être spécifique par rapport à ce qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres juridictions et peut-être au premier chef la Chine, les droits fondamentaux sont quand même sont portés au pinacle. Je ne vais pas dire ça en France, mais parce que vous êtes le pays des droits fondamentaux, hein. Mais dans l'Union européenne, c'est vraiment depuis surtout l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux qui s'est vu conférer la même valeur juridique que le droit primaire. On a vraiment ici un élément qui est fondamental dans l'appréhension et on va retrouver ça de plus en plus en réalité dans les différents policy papers et les propositions qui vont être faites dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les droits fondamentaux vont arriver au premier chef. Donc là, comme je le disais, ils sont directement liés à deux des enjeux qui viennent d'être mis en évidence par Charles. À côté de ça, un autre grand enjeu qu'on va trouver dans l'appréhension juridique, ça va être évidemment la question de la responsabilité. Donc, dans un pays de droit civil comme de nouveau la France, moi je viens de Belgique, on partage quand même les mêmes fondamentaux, on a le même code civil
pendant très longtemps. Évidemment, la question de la responsabilité dans le cadre de l'utilisation d'une technologie qui est susceptible d'avoir du coup un impact, comme je viens de le dire, assez important sur des quand même, thématiques qui sont cruciales dans nos sociétés démocratiques. La question de la responsabilité est au premier plan. On ne compte plus les colloques sur les voitures autonomes et sur la question de la responsabilité associée justement à l'utilisation de ces voitures. On peut multiplier à l'envi, évidemment, le nombre de lieux ou d'outils ou de machines dans lesquelles on implémente de l'intelligence artificielle. Et évidemment, par rapport à cette, comment dire, relative autonomie de la machine, comment appréhender la question de la responsabilité. Donc là, on est vraiment dans les deux enjeux qui viennent d'être, deux grands enjeux qui viennent d'être mis en évidence par Charles. Et évidemment, tout ça a une répercussion sur le plan économique. Donc le troisième enjeu se retrouve aussi ici appréhendé. Alors, si on veut faire le lien avec la propriété intellectuelle, oui, bien sûr. Quand tu parles de responsabilité, tu inclus la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Oui, bien sûr. Alors, sur le volet justement militaire… La problématique est différente, mais… Bon, ouais. Bien sûr, bien sûr. Là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait général et on peut faire le lien à ce moment-là entre la responsabilité civile, la responsabilité pénale, mais d'autres concepts juridiques qui sont liés à l'idée de personnalité, puisque finalement, la responsabilité est quand même toujours attachée à une personnalité, en tout cas dans nos systèmes juridiques. Et donc, la personnalité, on voit assez vite comment à ce moment-là, on peut faire le lien avec ce que Charlotte disait tout à l'heure. Finalement, l'intelligence artificielle, dans sa définition même, c'est une technologie qui vise à faire la même chose que ce qu'on attribue traditionnellement à des êtres humains la plupart du temps. Et donc, on a cette personnalité qui aussi, en tant que concept juridique, est beaucoup plus transversal à ce moment-là, qu'on peut retrouver dans l'idée de responsabilité. On peut le traduire dans d'autres domaines, notamment celui de la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle, en soi, est une sorte de matière juridique, de branche du droit qui vraiment vient convoquer à la fois les différents intérêts qui ont été mis en évidence par Charles et le fondement même, la spécificité même de la technologie de l'intelligence artificielle telle qu'elle a été évoquée par Charlotte. Et et puis je cède de nouveau la parole à mes interlocuteurs, mais pour quand même spécifier peut-être là où le lien serait moins évident, par exemple les enjeux militaires ou les enjeux sociopolitiques tels que mis en évidence par Charles avec la propriété intellectuelle, c'est précisément le fait que dans une certaine mesure, on voit qu'ici on est dans des choses qui sont relativement importantes et on a tendance à toujours imaginer que la technologie est neutre et c'est un principe assez fondamental dans l'appréhension de la technologie par le droit de la propriété intellectuelle. Or ici, c'est je pense quelque chose qu'on va discuter, on peut finalement se poser la question de savoir si la technologie de l'intelligence artificielle, ou plutôt les technologies de l'intelligence artificielle, sont neutres et justifient du coup qu'on les traite de la même manière qu'on a traité tous les outils technologiques au regard du droit de la propriété intellectuelle, ou justement qu'on aille peut-être discriminer dans ce cadre pour avoir une appréhension juridique plus en phase avec les spécificités de cette technologie. D'accord, merci Julien. Alors, peut-être plus spécifiquement, une question qui se pose par rapport à la propriété intellectuelle, c'est qu'on a un objet qui est nouveau, enfin, qui n'est pas aussi nouveau que souvent on veut laisser entendre, mais quand même, il y a des spécificités. Les différents États ne font évoluer leur législation ou pas, mais ou la font évoluer de manière différenciée. Ça impacte leur attractivité technologique. Je ne sais pas qui veut se lancer sur cette question. Avec nous, en Europe, avec la directive 2019 sur le droit d'auteur, on a créé une exception de text et data mining. Mais il y a un enjeu stratégique. Je pense que c'est plus une question pour Charles. Oui, alors bon, évidemment, je ne suis pas du tout, déjà, je ne suis pas juriste, premièrement, et absolument, en tout cas, très ignorant des enjeux fondamentaux de la propriété intellectuelle. Ceci étant dit, évidemment, il y a un réel enjeu autour de cela parce que si on met vraiment les pieds dans le plat et qu'on commence à parler de protection des créations, protection de l'intelligence artificielle des systèmes d'IA, premièrement, et puis protection des créations d'IA,
Bon, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que si nous sommes suffisamment forts en Europe pour pouvoir produire des choses assez sophistiquées qui sont capables de d'essaimer sur d'autres marchés, pourquoi pas, ça peut être intéressant. En revanche, si on prend l'état actuel de nos capacités technologiques, et en particulier en IA au niveau de l'Union européenne, accepter finalement ce type de protection risque en fait de laisser la porte ouverte à des acteurs étrangers, américains ou chinois, qui vont venir, qui vont déposer leurs brevets, etc., et qui vont bloquer finalement toute possibilité de développement endogène de ces nouvelles technologies en Europe. Donc il y a un enjeu en fait aussi, donc à la fois sur l'opportunité ou non de construire un droit de la propriété intellectuelle pour l'IA, et il y a aussi un enjeu sur comment le constituer. Est-ce qu'on irait jusqu'à faire de certains algorithmes des biens qu'il faut protéger, ou est-ce qu'on demeure, comme c'est le cas, je crois, encore aujourd'hui, on laisse cela sous le régime du droit d'auteur? Est-ce que c'est suffisant, etc. Bon, là, je ne suis pas du tout suffisamment bien placé pour pouvoir y répondre. Mais il est clair que, alors c'est peut-être, je décale peut-être un petit peu la question, mais il faut peut-être moins regarder le contenu du droit que son applicabilité. J'entends par là, je vais prendre un exemple qui m'est plus familier, qui est celui des données personnelles. En Europe, on a le régime le plus protecteur au monde en matière de données personnelles depuis l'entrée en application du RGPD. Ce qui n'empêche absolument pas des enfreintes gigantesques à ce texte et à de très faibles contrôles, de très faibles sanctions de la part des CNIL européennes. Ce n'est pas parce qu'évidemment on a un droit fort que ce droit va être efficace. Et là, la question sans doute qui se pose aux juristes est de savoir si la création d'un droit de la propriété intellectuelle appliqué ou spécial à l'IA serait efficace dans la mesure où il y a évidemment des enjeux géopolitiques qui sont autour. Votre droit est d'autant plus fort que la fabrique du droit a été menée par un acteur fort qui est capable ensuite d'imposer ses volontés sur d'autres acteurs, bref, qui est capable de faire preuve de puissance. En l'occurrence, l'Union européenne étant tellement faible, et ça pour de multiples raisons, on pourra peut-être entrer dans le détail, est tellement faible qu'aujourd'hui, j'imagine mal en fait que l'Europe soit capable de produire un tel droit protecteur, pour le dire clairement. Alors, moi, j'aurais une question. Je vais rester sur les données personnelles et puis on va enchaîner sur la propriété intellectuelle. Je sens Charlotte Leleu frémir sur la question des algorithmes et des brevets. Mais par rapport aux données personnelles, en fait, c'est une question très simple. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un droit fort sur les données personnelles, en sachant très bien que les autres pays, la Chine qui a une protection des données personnelles beaucoup plus faible, est capable on va dire, d'entraîner ces algorithmes parce qu'ils ont le droit de traiter des données beaucoup plus facilement que nous, on sait le faire, et qu'ensuite, le résultat, c'est-à-dire l'algorithme entraîné, ou le modèle d'inférence, est présent, est produit, et donc technologiquement, enfin juridiquement, ils peuvent faire plus de choses, et donc ils vont plus vite que nous technologiquement. Oui, il y a évidemment un équilibre à trouver, en tout cas des choix à faire entre plus de protection ou plus d'innovation, plus de progrès technique. Mais peut-être que la véritable question se pose en amont, qui est de savoir est-ce qu'il est utile ou non pour les Européens de devenir des leaders en intelligence artificielle. Parce que en l'état actuel du développement technologique, ce ne sont pas forcément des technologies extrêmement intéressantes. Je veux dire par rapport aux coûts qu'ils peuvent entraîner, et notamment aux coûts en termes de respect de la vie privée, de protection des données personnelles, effectivement, parce qu'au-delà du RGPD, il y a, vous l'avez rappelé, tu l'as rappelé Julien, la Charte des droits fondamentaux, la Convention européenne des droits de l'homme et leurs articles 8, d'ailleurs, tous les deux, protègent effectivement les données personnelles comme étant finalement du ressort des droits fondamentaux. Est-ce qu'on doit aller finalement dans ce sens-là et
renier d'une certaine manière nos valeurs et nos principes, ou au contraire, penser peut-être un modèle de développement technologique qui soit véritablement politique, c'est-à-dire avec des objectifs clairs qui ne soient pas simplement entraînés par une sorte d'effet international de il faut absolument devenir des leaders ou des acteurs extrêmement importants dans ce domaine. Non, réfléchissons d'abord à quoi cela peut servir et vers quel modèle de société cela nous entraîne. Car évidemment, si on suit les ambitions qui peuvent être suscitées par l'intelligence artificielle, et notamment le fait de vouloir remplacer massivement des travailleurs humains par des machines, on peut se poser la question de savoir si c'est effectivement l'avenir désirable que l'on prétend. Et cela, ce sont des questions politiques qui doivent se poser avant toute chose et avant même l'idée de produire un droit spécifique. Ça doit rappeler des choses à nos chercheurs du CEPI, puisque hier, on parlait du rapport entre la politique et le droit. J'ai essayé d'avancer l'idée que le juriste devait rester humble et que c'est le rôle du décideur politique que de décider et pas le rôle du juriste. Mais bon, bref, c'était pour dire que c'était une réflexion qu'on avait également hier de manière très générale et relativement théorique sur le rôle du droit. J'en viens à la protection juridique de l'intelligence artificielle. Peut-être ça serait utile, Charlotte, de nous expliquer ou de nous rappeler, selon notre degré de connaissance, on a des données en entrée, on a des données qui nous produisent quelque chose en sortie. Comment ça fonctionne ? Alors, on a des données en entrée, on entraîne ce qu'on appelle donc un modèle d'inférence sur ces données pour que la prochaine fois qu'on lui donne une nouvelle donnée qu'il n'a jamais vue, il soit capable de fournir la sortie qui est pertinente. Et du point de vue de la protection, on voit bien que ce sont des technos qui sont en fait assez composites parce qu'il va y avoir un certain nombre d'étages d'intervention. Que ce soit en amont au niveau de la collecte des données et de la sélection des données qui sont pertinentes. Et évidemment, on va avoir de nombreux traitements à apporter à ces données pour les faire parler et les faire parler de manière pertinente. Donc là, on retrouve tout l'enjeu des données personnelles et de la protection également des bases de données. Et puis, évidemment, pour faire parler ces données et pour générer les modèles d'inférence, là, on va faire intervenir des algorithmes informatiques qui, pour certains, sont extrêmement complexes et qui, pour certains, nécessitent aussi énormément d'énergie, de temps de traitement, etc., pour aboutir au modèle. Et donc, c'est aussi un objet dont la protection, elle est intrinsèquement complexe, puisque cet objet est complexe et composite, et donc il faut faire appel à un certain nombre de droits complémentaires finalement pour en obtenir une protection. Si je fais un éclairage particulier sur ce que je connais évidemment, c'est-à-dire le droit des brevets, les brevets ne protègent qu'une partie finalement, que certains aspects des technologies de l'IA, c'est-à-dire certains algorithmes qui permettent de générer cette tâche qu'on cherche à accomplir et les objets dans lesquels on va les implémenter. Et alors, je voulais rebondir aussi sur la place de l'Europe par rapport aux USA, à la Chine. Donc, tout à l'heure, on disait que l'Europe avait quand même une protection, enfin la plus forte sur les données. Donc, ça, c'est plutôt sur l'amont. Mais sur l'aval, c'est important de souligner aussi que du point de vue déjà du droit des brevets, l'Europe est probablement l'office le plus restrictif en fait sur la délivrance de brevets en matière d'IA parce qu'il y a des pans entiers de l'intelligence artificielle qui sont exclus de la brevetabilité, notamment relativement au traitement du langage ou ce genre de choses, alors que des offices comme les États-Unis ou la Chine sont quand même un peu plus souples. Et puis au niveau des statistiques, alors c'est pas forcément lié uniquement et loin de là à ce que je viens de dire sur les droits en matière les lois en matière de brevets, mais il faut bien avoir en tête que l'Europe en matière de brevets en IA est un nain par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. On est sur à peu près 10 fois moins de dépôts de brevets et je pense que c'est un écart qui se creuse d'année en année. Julien, un commentaire ou tu veux rebondir ?
Je pense que donc ici, on a déjà quelque chose de très intéressant qui est proposé et qui convoque en fait les deux interventions de Charlotte et de Charles. C'est cette distinction entre l'amont et l'aval. Et effectivement, là, qui amène à des traitements juridiques différents, avec des questions stratégiques différentes et des questions d'applicabilité du droit différentes. Donc, fondamentalement, une intelligence artificielle, le modèle doit être nourri de données, comme cela a été dit, et donc le traitement juridique va être différencié suivant le statut de la donnée. Étant entendu qu'une donnée, on ne peut pas en donner une définition ici parce qu'on pourrait en donner plusieurs définitions, mais que, disons, une même information est susceptible de pouvoir bénéficier de différents statuts juridiques différents, parfois de manière cumulée. Et donc, on a là des interventions législatives depuis un certain temps, différenciées en fonction des juridictions, qui visent déjà à libéraliser un peu l'utilisation de ces données. Et donc, tu l'as mentionné tout à l'heure, Franck, la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique prévoit du coup des nouvelles exceptions en matière de text and data mining, donc de fouilles et de minage de données. Ces exceptions visent à libéraliser en réalité et un peu, en tout cas, permettre un développement plus important de l'intelligence artificielle, notamment dans l'Union européenne, puisqu'elle constitue des exceptions aux droits d'auteur et aux droits des bases de données, permettant de nourrir du coup la machine au départ de données qui seraient par hypothèse issues d'une base de données protégée par le droit sui generis et ou des données qui sont également protégées par le droit d'auteur en tant qu'elles constitueraient des œuvres. Donc ici, on a une libéralisation qui vient d'intervenir au niveau de l'Union européenne, qui n'est pas encore implémentée partout. Par exemple, voilà, la Belgique, mon pays, est un petit peu à la traîne, puisque le délai de transposition, c'était le 7 juin 2021, donc il y a quelques mois. Nous, l'avant-projet est sur la table du gouvernement. Je ne sais pas exactement quel est le calendrier, mais donc certains pays ont déjà implémenté. La Belgique est un petit peu en retard. Mais ça, c'est la situation dans l'Union européenne. Et en fait, on voit une évolution aussi de cette libéralisation de l'utilisation des données au regard du droit d'auteur, en tout cas, dans différents pays, et qui est intervenue assez récemment. Et donc, aux États-Unis, on voit que cette libéralisation est intervenue à travers une sorte d'interprétation plus libérale du fair use. Et ce sont ces fameux cas Google Books, en réalité, qui a quand même amené à ce qu'on discute du caractère transformatif de l'utilisation qui était faite des données pour nourrir une intelligence artificielle et qui a été considéré comme fair use aux États-Unis. On voit quand on regarde un peu du côté de la Chine que là où ils ont un système plus, entre guillemets, similaire à nos systèmes de droit européen pour ce qui concerne les exceptions, ils ont des listes limitatives. En réalité, il y a pas mal de legal transplant qui interviennent en Chine et on voit que les juges chinois mobilisent en réalité les mêmes facteurs que ceux qu'on retrouve dans Fair Use. Donc, il y a aussi une libéralisation qui intervient ici. Il y a aussi eu un cas Google Books en Chine. Et puis, il y a le Japon où là, ça a été vraiment mis en évidence par plusieurs académiques. C'est cette idée qu'on est en train de constituer au Japon depuis 2 ans, puisque la nouvelle modification du droit d'auteur au Japon est intervenue, je pense, il y a 2 ans, en 2019. On a une libéralisation au point qu'on a parlé de paradis pour le machine learning, toujours au regard du droit d'auteur. Donc, on voit qu'on a en réalité du côté des législateurs et des différents ordres juridictionnels une libéralisation au niveau du traitement des données sur le plan de la propriété intellectuelle, en tout cas, qui est vraiment évidemment important théoriquement pour pouvoir développer ces intelligences artificielles. Avec du coup la question du forum shopping, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant, et ça c'est un axe stratégique, d'aller s'établir d'un côté ou de l'autre lorsque l'on veut développer un business dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier forum shopping qu'on peut envisager. Et dans le même temps, si on suit justement la question de Charles relative à l'applicabilité, l'effectivité du droit, eh bien, on peut finalement s'interroger de s'il n'y a pas un autre forum shopping qui intervient, puisque finalement, bon, on est quand même dans des usages dématérialisés, ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, on peut aller, entre guillemets, potentiellement, fictivement localiser l'acte relevant du point de vue de la propriété intellectuelle dans un pays plutôt que dans un autre, puisque tout ça, finalement, intervient de manière dématérialisée. Donc ça, ce sont déjà des questions qui touchent au droit international privé. Mais par ailleurs, quand bien même on arriverait à trancher cette question, il y a quand même une question technique de lisibilité de ce qui se passe dans la machine et donc de finalement effectivité du droit et des conditions qu'on veut mettre en place pour autoriser ou non la réutilisation. Et donc la construction
de l'intelligence artificielle, elle est effectivement potentiellement dans une perspective stratégique mondiale fonction des interventions des législateurs qui vont être plus ou moins libéraux dans le cadre de la possibilité d'utiliser les données. Ça, c'est le volet propriété intellectuelle. Mais en termes d'effectivité, on peut se demander si justement les barrières techniques, cet effet black box, etc., n'est pas en fait de manière à mettre à mal les ambitions de ces différents législateurs. Et cela uniquement pour parler du volet de la propriété intellectuelle, puisque fondamentalement, la propriété intellectuelle comme investissement à la création, comme protection de l'investissement à la création, comme incitant, n'est pas le seul parmi d'autres, et les régimes fiscaux ou des régimes de responsabilité ou autres peuvent être plus avantageux dans un pays ou dans un autre, justifiant à ce moment-là qu'on aille localiser la création de l'intelligence artificielle dans d'autres juridictions. Donc, le côté segmenté, la vision en silo peut-être, qui est encore quand même le fait d'institutions qui fonctionnent de cette manière-là. Au niveau de l'Union européenne, c'est quand même une grosse machine aussi. Et donc, on a une segmentation quand même de l'approche juridique. Peut-être ça, c'est le principal problème de l'Union européenne dans une stratégie mondiale et dans un interventionnisme législatif qui est partagé, c'est qu'on ne peut pas isoler la question de la propriété intellectuelle, de la question fiscale, de la question de la responsabilité, de la question des droits fondamentaux. Tout ça, finalement, fait partie d'une même problématique et il s'agit d'appréhender l'objet dans sa totalité, sans quoi on perd de vue en réalité ce qu'il se passe et les conséquences potentielles du régime juridique qu'on vise à mettre en place. Alors pour rester dans le domaine de la propriété intellectuelle et puis rebondir sur la remarque de Charlotte qui nous dit on a les brevets en matière d'intelligence artificielle sont plus difficiles à obtenir en Europe qu'ailleurs. On a des directives d'examen qui ont été à l'Office européen des brevets qui ont été modifiées en novembre 2018, 19, je ne sais plus, 18 je crois. Bref, on a une partie spéciale intelligence artificielle. Effectivement, il faut montrer une application technique pour faire très court. Hein. Et la remarque de Charlotte, c'était de dire, mais à partir du moment où ça touche au langage, j'ai l'impression que parfois, un même algorithme appliqué au langage, c'est pas brevetable, alors que si c'est appliqué à autre chose, ça va être brevetable. Mais ma question, elle serait, à la fois pour Charlotte et pour Charles, enfin, ou pour tout le monde d'ailleurs, mais ma question, c'est est-ce que c'est pas une bonne idée d'être restrictif sur les brevets, puisque si on n'est pas restrictif, c'est faire un cadeau aux gros Américains qui vont venir déposer des brevets chez nous. Alors, je pense aux gros je vais Américains. laisser Charles répondre pour les aspects géopolitiques, parce qu'il saura bien mieux que moi. Après, du point de vue des brevets, je ne saurais pas dire s'il vaut mieux être restrictif ou pas, mais en l'occurrence, il me semble que la politique actuelle de l'Europe, en l'occurrence de l'OEB, sur les brevets, est une politique qui essaye de s'inscrire dans la continuité des jurisprudences passées, en fait, qui essaye de se construire et de s'adapter à l'intelligence artificielle en s'établissant sur des bases qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir du point de vue technologique avec l'intelligence artificielle. Et donc, on est comme vous l'avez dit, il y a des algorithmes qui pourraient tout à fait être brevetables s'ils sont appliqués à des données médicales, par exemple, ou à des fonctions de diagnostic, ou à des fonctions dans le domaine automobile, mais qui, s'ils sont appliqués sur du traitement du langage, ne vont pas forcément être brevetables. Et en fait, ce hiatus, ce déséquilibre en fait en fonction du domaine technique, à moi, ne me semble pas du tout justifié, pas du tout pertinent. Je pense que s'il y a un parti pris à adopter en matière d'intelligence artificielle, ce parti pris, je ne suis pas sûre qu'ils doivent être sectoriels. Et là, on est vraiment sur une approche, sur la définition d'un caractère technique qui, à mon avis, est un peu bancale concernant l'appréciation du caractère technique de l'IA. Donc ça, c'était pour ma remarque. Je laisse Charles compléter sur les aspects géopolitiques. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison sur le fait que ça pourrait être tout à fait défavorable pour l'Europe que d'autoriser ces brevets. D'autant plus que, voilà, effectivement, c'est le politiste qui revient un petit peu à la charge, mais il faut évidemment penser aussi à ce que sont ces offices de brevets, y compris européens, y compris français.
c'est évidemment des organismes privés chargés d'une mission de service public. Et comme tel, leur but demeure, et c'est bien normal, la maximisation des profits. Et ça va passer inévitablement, ça passe déjà inévitablement par une extension toujours plus importante, peut-être irréversible, du domaine de la brevetabilité. Il y a une mission du politique là, qui est de réfréner finalement les ardeurs des offices de brevets, parce qu'effectivement, il va y avoir à un moment donné, et on le voit dans plein d'autres domaines, hein, une sorte de confrontation des intérêts, de conflit d'intérêts entre l'intérêt général, public, et l'intérêt privé de ces organismes qui vont être en fait congruents avec ceux d'acteurs étrangers, qui nous sont défavorables par définition. Il va falloir aussi compter sur le fait que ces organismes pratiquent un lobbying extrêmement agressif aux côtés de juristes spécialisés pour étendre cette brevetabilité à l'IA, à tous les sous-domaines aussi, à tous les sous-domaines de l'IA. Ce que je veux dire par là, c'est que donc oui, pour revenir à ce que vous disiez au départ, c'est qu'effectivement, ce serait pas forcément une bonne chose pour les Européens en l'état actuel de leur niveau technologique que d'accepter cette brevetabilité. Et ce serait d'autant plus dommageable que on aurait, je veux dire, en termes de confiance de la population à l'égard de ces dirigeants, puisqu'on se demanderait, mais qui finalement a poussé dans cette tendance et beaucoup d'éléments semblent nous indiquer que tout de même, en règle générale, la production juridique autour des nouvelles technologies, des données personnelles, de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, etc., semble moins guidée par l'intérêt général que par des intérêts particuliers, privés et économiques. Et ce serait sans doute dommageable que de poursuivre dans cette voie-là, vu le niveau de défiance aujourd'hui de la population à l'égard de la classe politique. Je suis très heureux d'entendre ce raisonnement sur la confiance. Je voudrais vileinement enfoncer les clous, mais pour ensuite relativiser, puisque quand Charles nous dit c'est aux politiques, le système européen des brevets est ainsi fait qu'on a un office européen des brevets qui est une administration internationale, c'est un ordre juridique propre qui n'est pas contrôlé politiquement, si vous voulez. Mais en même temps, on ne peut pas convoquer une convention diplomatique à chaque fois qu'on veut modifier, faire une modification de la convention. Et donc, pour relativiser, c'est que l'office fait avec ce qu'il a, et ce qu'il a, c'est la convention sur le brevet européen qui date de 1973. Donc, il joue son rôle d'interprète, et puis on a des directives d'examen, et les choses évoluent avec la technologie évolue, et le droit des brevets aussi, mais avec un fondement où en 1973, il y avait combien de signataires? Il y avait peut-être 6 pays, et aujourd'hui, il y en a 36, enfin je dis peut-être une bêtise, mais c'est cet ordre-là. À l'époque, on pouvait se dire qu'on pouvait se mettre d'accord à 6 pour modifier, faire évoluer les choses. Et voilà, le système institutionnel est ainsi fait. J'ai pas de solution. Je ne sais pas si Charlotte veut rebondir là-dessus, mais bon. Ouais, je veux bien apporter quand même une petite nuance au propos de Charles, c'est-à-dire que quand on dit, bon, finalement, ce serait bien que l'IA soit pas brevetable en Europe, enfin, je simplifie un peu, est-ce que ce serait pas préjudiciable quand même par rapport aux autres systèmes de brevets qui, eux, ouvrent quand même largement les vannes et donc incitent fortement au développement de ces technologies-là dans leur pays? On parlait tout à l'heure du fait que cette technologie, elle pouvait être un petit peu duale, un petit peu à double usage. Et je pense qu'en Europe, on est quand même probablement mieux placé pour développer de l'IA pour justement parce qu'il y a de nombreuses protections qui sont assurées pour des applications qui soient peut-être moins néfastes du point de vue des droits des personnes qu'en Chine, par exemple. Et donc,
ce sont aussi des technologies qui nécessitent énormément d'investissement. Donc, est-ce que le fait de supprimer un droit des brevets sur le territoire européen serait pas aussi dissuasif pour les entreprises européennes et pour les centres de recherche européens pour développer de l'IA, entre guillemets, vertueuse, entre guillemets, traçable, interprétable, qui pourrait être opposée, par exemple, à des intelligences artificielles qui le seraient un peu moins et qui ne seraient pas forcément développées chez nous, quoi. Je vois que l'heure tourne. Est-ce que Julien, tu veux ajouter quelque chose? On va passer aux questions. Oui, j'aurais un ou deux éléments à ajouter. Enfin, on le voit, et en fait, c'est là dans le débat, en réalité, le caractère dual de l'intelligence artificielle ou le fait qu'on aurait des approches différentes en fonction des offices et donc des juridictions sur la matière des brevets. En réalité, ça revient un peu à des éléments que j'évoquais lors de la première question. C'est la question de l'application de cette logique de neutralité technologique qui est clairement en matière de propriété intellectuelle caractérisée par le one size fits all. Hein, finalement, on a un même droit d'auteur, un même droit des brevets, un même droit des marques qui est censé couvrir une sorte de diversité assez vaste justement de situations. Et là, se pose la question de savoir si par rapport à l'intelligence artificielle, il n'y a pas lieu de discriminer entre certains types d'intelligence artificielle, entre certaines utilisations. Donc, je ne connais pas nécessairement, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'appréciation par l'OEB justement du caractère technique ou de l'activité inventive en fonction des secteurs. Mais le cas échéant, je pourrais trouver une légitimité à ce que l'on distingue parce que de fait, on a ici une situation où finalement, en fonction des applications, on n'a pas du tout les mêmes conséquences systémiques. Les droits fondamentaux en tête, mais on peut imaginer toute une série de choses. Et finalement, c'est d'ailleurs l'approche qui me semble se dégager dans l'action législative de la Commission européenne, parce que la récente réglementation sur une législation pour l'intelligence artificielle va distinguer entre différents types d'intelligence artificielle en bannissant certaines pratiques, en imposant certaines conditions pour des intelligences artificielles qui présenteraient un risque élevé, en légitimement et en libéralisant plus facilement des intelligences artificielles qui ne présenteraient pas ou moins de risques. On a cette sorte de gradation et donc, en fait, on met à mal, entre guillemets, une idée de neutralité technologique et je n'aurais pas spécialement de souci à la voir finalement intégrée dans la logique de la propriété intellectuelle, a fortiori en matière de brevets, où finalement, et à nouveau, je m'avance sur un terrain que Charlotte connaissait mieux que moi, mais on a déjà, entre guillemets, cette distinction qui s'est opérée, ne serait-ce que pour toute la question de la brevetabilité du vivant, qui finalement, si on y pense, convoque des questions éthiques, touche à quelque chose qui est peut-être plus central à ce qu'on considérerait comme notre humanité et qui a amené à ce que finalement on considère que certaines choses pourraient être exclues de la protection des brevets, certaines choses ne pourraient être protégées que dans certaines conditions. Donc on a finalement déjà là quitté un peu l'idée de cette neutralité, peut-être pas technologique, mais en tout cas l'idée du one size fits all dans le domaine des brevets. Et je n'aurais pas spécialement, moi, de difficulté, j'aurais même tendance à plaider en ce sens pour que justement on discrimine au sein de la propriété intellectuelle entre différents cas de figure, parce que, et comme vous l'avez dit, finalement, l'intelligence artificielle, c'est une série de modèles différents, avec pour conséquence que, suivant le modèle, on n'a pas nécessairement la même transparence, la même lisibilité, les mêmes conséquences potentielles au niveau du résultat. Et donc peut-être que là, à nouveau, on pourrait justifier de faire des distinguos. Maintenant, quels distinguos, lesquels sont pertinents? Ça, c'est une question qui est difficile et régler ça a priori, à mon avis, c'est effectivement impossible. Peut-être il faut s'en remettre justement aux juridictions et aux offices amenés à trancher au cas par cas pour identifier un peu par essai-erreur ce qui serait le plus approprié. Parce que le risque, évidemment, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue stratégique, c'est l'avancée dans un sens par une juridiction, par un pays et la poursuite par tous les autres dans une sorte de course à l'échalote. Pour prendre peut-être une analogie qui est de plus ou moins bon goût ou plus ou moins mauvais goût, c'est le fait que finalement, si on pense à la situation de crise qu'on vient de connaître, on a eu un confinement en Chine, et puis on s'est tous dit, peut-être vous, en tout cas moi, ça n'arrivera jamais ici en Europe. Et puis un pays a bougé, l'Italie, et tout le monde a suivi. Ça a été viral.
Et en réalité, dans le domaine technologique, dématérialisé, cette idée de viralité, elle peut aussi intervenir. Et en matière de propriété intellectuelle, on connaît dans la logique, la dynamique internationale, cette idée de ratchet up effect, où effectivement un État monte, ça passe dans une convention bilatérale, ça passe dans une convention multilatérale, ça devient le nouveau standard minimum et on ne sait pas redescendre parce que juridiquement et politiquement, il est difficile de faire un retour en arrière pour modifier les textes juridiques dans lesquels sont inscrits ces standards minimums. Et on a cette logique qu'on connaît, Berne, Berne plus, ADPIC plus, ADPIC plus. Enfin, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, ces éléments-là, moi, auraient tendance à m'amener à plaider en faveur d'une réflexion dans le sens d'une discrimination des intelligences artificielles ou des applications dans le domaine de la propriété intellectuelle. Maintenant, je n'ai évidemment pas la réponse quant à l'opportunité de le faire et comment le faire, mais l'opportunité de se poser la question et de l'envisager me paraît en tout cas une saine approche. On est quand même très très loin de savoir quel sera l'état de la technologie dans 10, 20, 30, 50 ans. Or, comme je le dis, le droit n'est pas si évident à modifier et donc il faut être, à mon avis, précautionneux par rapport à nos interventions. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une réflexion tout à fait générale. Vous ne me voyez pas trépigner derrière mon masque, mais j'aurais très envie de rebondir et de continuer le débat, mais l'heure, c'est l'heure, et je suis dans mon rôle aussi de président de séance, d'être maître du temps. Alors, avant de passer aux questions, est-ce qu'un de nos panélistes veut tout de même rebondir ou avoir un mot ou est-ce qu'on passe aux questions Pas Julien, hein, parce que là, ça va. Ok, alors, est-ce qu'il y a des questions à distance? J'en vois pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que sinon, on peut continuer le débat pendant des heures. Hein. Je vous préviens. Hein. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas parce que j'ai des obligations ailleurs, mais on fera une autre fois, on refera avec grand plaisir. Alors, c'est souvent la première question qui est... Alors, peut-être, moi, je veux poser une question quand même, parce que finalement, est-ce qu'on a totalement répondu? Est-ce qu'on a rempli le... Est-ce qu'on a rempli le contrat? Oui, ouais. Est-ce que dans un domaine comme l'IA, où on a quand même un avancement vraiment rapide, est-ce qu'au final, rien que le temps de création du brevet est encore légitime et ne serait pas dépassé rien que sur même pas la première année d'exploitation du brevet? Alors, la question de la durée du brevet? Non, sur le fait que ça reste un domaine, les IA qui avancent très vite, évoluent très vite. C'est comme le brevet, quand on doit expliquer tout le fonctionnement, est-ce que c'est un domaine où c'est vraiment important d'en avoir un, sachant que rien que sur la première année, il serait sûrement dépassé au final? Alors, est-ce que c'est important d'avoir, en matière d'intelligence artificielle, des brevets? Je n'ai même pas envie de poser la question à Charlotte Leleu, parce que je crois... Alors, je vais donner mon petit élément de réponse, si vous me permettez, et puis je vous laisserai rebondir. Moi, il me semble qu'il y a un aspect stratégique. Ça dépend à quel stade de développement vous êtes. Mais vraiment stratégique, même par rapport au logiciel libre, si vous voulez, par rapport aux licences libres. À un moment, vous avez intérêt à ce que les gens adoptent votre technologie. Quand la blockchain est née, on a mis ça sous licence BSD pour que tout le monde puisse l'adopter facilement. Et ensuite, prendre des brevets. Donc, ça dépend du degré de maturité de la technologie. Voilà, c'est un élément de réponse, disons. Mais Charlotte, alors, je ne vais pas interdire à Charlotte de parler avec une telle question. Mais la question est pas simple, la question est pas tranchée. Et d'un point de vue stratégique, c'est une décision qui va, à mon avis, qui a un immense nombre de dimensions. Alors, effectivement, il y a des développements qui sont extrêmement rapides en IA et qui peut-être remettent en cause le fait d'avoir des brevets. Après, ça dépend de la façon dont l'IA va être exploitée parce que parfois, il y a des objets dans lesquels elle va être intégrée. Je ne sais pas si
vous avez de l'IA embarquée dans un véhicule, le véhicule, il va quand même vivre un certain temps, un certain nombre d'années. C'est sûr que ce ne sera pas la même appréhension si l'IA elle est embarquée dans un cloud et qu'elle est mise à jour tous les 15 jours. Donc il y a la notion de quelle manière elle est implémentée qui va avoir son importance. Il y a la notion de où se trouve l'invention, parce que vous pouvez très bien avoir un brevet qui porte sur quelque chose d'assez générique, qui dit je vais faire rentrer tel type de données, je sais pas, des images, des radios, des choses comme ça. Je vais sortir en aval un diagnostic. Et puis finalement, la nature exacte de l'algorithme que je vais exploiter, elle va être variable éventuellement. Ou en tout cas, elle va être secondaire. Et donc, s'il y a des améliorations à cet algorithme, etc., si ça évolue, ça n'empêchera pas le brevet d'avoir sa pertinence. Donc, je pense que c'est effectivement une question qu'il faut se poser, mais qu'il faut se poser à chaque fois et pas répondre d'une manière définitive. Ah bah non, l'IA, ça va trop vite, les brevets, c'est trop long, allez, poubelle. En même temps, je ne peux pas répondre autre chose. Non, non, mais c'est effectivement, c'est une analyse au cas par cas. Et effectivement, ça va très vite. Moi, ça me fait penser à, c'est une petite anecdote, hein, mais une de nos connaissances communes, Julien, qui était avant examinateur à l'Office européen des brevets, qui est qui est aujourd'hui à Strasbourg, l'autre jour, il me voit parler à mon téléphone. Je faisais de la dictée, et puis je fais virgule à la ligne, enfin virgule, point à la ligne, etc. Et il me regarde, il me dit, mais ça, c'est des brevets que j'ai vu passer il y a 5 ou 6 ans, et on n'y croyait pas. Il y avait une question de plausibilité qui s'est vraiment posée. On pensait vraiment que ces trucs-là, ça marcherait pas, quoi. Et voilà, et ça va vite, quoi. Ça va très vite, effectivement. Bon, donc voilà, la réponse à votre question, c'est ça dépend. Mais c'est la vérité. D'ailleurs, c'est le travail de Charlotte Leleu. C'est au cas par cas de dire, ah ben oui, ça vaut le coup d'y aller ou pas. Bon, voilà. D'autres questions? Enfin, c'est une partie du travail de Charlotte Leleu, mais l'aspect stratégique en amont quand même. Sur le brevet, ça se pose pas. Enfin, c'est particulier sur l'IA parce qu'il y a une question de rapidité, d'évolution technique, etc. Mais c'est une question assez classique en brevet. Est-ce qu'on discute en amont de savoir est-ce qu'on va aller déposer, divulguer ou pas, dans quel pays, etc. D'autant qu'il y a d'autres moyens de protection. Il y a d'autres moyens de protection, il y a le droit d'auteur, c'est une question de logiciel, hein, avec un logiciel qui serait protégé par le droit d'auteur. Oui, effectivement, là pour le coup, ce sont des questionnements. Après, de fait, il y a quand même beaucoup de brevets en matière d'intelligence artificielle. Donc, s'ils le font, c'est que ça a une utilité. C'est pas gratuit le brevet, hein. Voilà, c'est une réponse, pardon pour la facilité de la réponse, mais voilà, il y a quand même un intérêt à avoir une protection qui se situe en amont, hein, par rapport à l'algorithme et son application, plutôt que de se dire ah bah mon algo il est écrit, il est rédigé, protégé par droit d'auteur. D'autres questions? Remarques? Non. Alors comme on a commencé le panel avec 13 minutes de retard, on le finit avec 12 minutes de retard, donc en fait on est proche de la perfection. Je voudrais terminer en vous disant quelque chose j'allais dire qui est trivial, mais en fait qui n'est pas. Moi, j'ai un petit boîtier là avec moi, je me balade, ça m'amuse, qui mesure la qualité de l'air. Et donc je dois vous dire, et à vous qui êtes à distance et à vous qui êtes dans l'amphi, mais pour ceux qui sont à distance, il faut leur donner envie de venir à Strasbourg. On a 400 ppm de CO2 dans notre amphi qui est quand même pas mal rempli. C'est-à-dire qu'on a un excellent niveau de qualité d'air dans nos amphis du CEPI au Cardo. Donc pour la prochaine fois, venez en présentiel dans l'amphi sans crainte. Bon, enfin, il y a toujours la contrainte du masque, hein, mais bon voilà, je voulais terminer là-dessus avant de laisser sans doute Robin avoir un petit mot de la fin. Merci encore à nos panélistes pour ces échanges, pour ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, un mot de la fin juste pour vous dire merci à tous les trois déjà, et puis merci au public sur Zoom, merci aux masters qui ont
qui sont fatigués, je pense, maintenant, et qui ont mérité le week-end. Et puis, à la semaine prochaine, vendredi 24 septembre, sur la crise du multilatéralisme cette fois. Et ce sera au groupe français de la IPPI de présider la séance et à Corinne Vedel. Et je crois qu'elle est dans le public. Eh bien, à la semaine prochaine. Merci à tous.